Bonjour Ariane Bois, merci de nous recevoir pour cet entretien. Vous venez de publier chez Belfond Le gardien de nos frères. Alors tout de suite, une première question. Comment est né ce roman? Alors, ce roman est né de plusieurs sources d'inspiration. D'abord, j'ai écrit il y a longtemps une thèse sur la résistance juive en France. Et donc, j'avais quelques bases. J'ai eu la chance de rencontrer tous les grands témoins qui, à l'époque, étaient pas vieux et qui m'ont raconté leur histoire. Et puis, j'aime beaucoup l'histoire, la grande histoire. Et j'ai assisté à un colloque d'historiens et j'ai entendu parler pour la première fois des dépisteurs, et j'ai trouvé le sujet très romanesque. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette histoire et pourquoi? Alors les dépisteurs, c'est des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, après la guerre, ont été chercher des enfants juifs qui avaient été cachés par leurs parents directement ou qui n'avaient même pas eu le temps d'ailleurs d'être cachés, et les parents malheureusement ne rentraient pas des camps. Ces enfants-là avaient disparu dans la nature. Il fallait aller les retrouver, ce qui a été très difficile. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'était d'une part tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire pendant la résistance. Mon héros, Simon Mandel, se réfugie d'abord à Toulouse avec sa famille, va monter au maquis, va rentrer dans la résistance. Il est scout, donc dans la résistance scout. J'ai trouvé toute cette période passionnante, et puis surtout l'après, parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de l'immédiat après-guerre. On connaît évidemment les balles, l'arrivée des Américains, la liesse générale, De Gaulle, les femmes qu'on tondait, mais on ne s'est pas du tout intéressé à ces années 46, 47, jusqu'à 50. Et moi, mon histoire commence véritablement quand la guerre se termine, et ça va être d'ailleurs presque une autre guerre pour ces enfants qui ont perdu leurs parents et qui vont devoir réapprendre à vivre. Donc il y a plein de choses qui m'ont intéressée. Toulouse aussi, qui est un personnage presque à part entière du livre, mais je dirais ces deux-là, la résistance et puis l'immédiat après-guerre. Quel est dans votre livre ce qui relève de la fiction? Alors tout est vrai. Tout ce qui est historique a été complètement vrai, vérifié. J'ai travaillé la documentation pendant 8 mois, donc de manière à ce que tout soit à la fois fluide et exact et vérifié. Les personnages sont des personnages de fiction, mais on croise aussi des véritables personnages qui ont existé, historiques, comme Robert Gamzon, qui était le chef des éclaireurs israélites de France, comme Mila Racine, qui était une résistante, comme Ariane Knuth, qui était une résistance toulousaine. Donc j'ai essayé de mixer à la fois des personnages historiques donc, qui ont véritablement existé, et puis mes deux héros, Simon, qui est un jeune homme de 16 ans, en 1939, au début de la guerre, et Lena, qui est une jeune femme d'origine polonaise, qui vont se rencontrer, se détester, et puis peut-être un jour s'aimer. Pensez-vous que derrière chaque Français qui sauvait un enfant juif pendant la guerre se cachait forcément un juste? Ah, c'est une très bonne question. En plus, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je pense que chaque Français a agi selon son cœur, a agi très souvent de manière anonyme. Hier, j'étais à Mazamet pour recevoir un prix et j'ai rencontré des hommes et des femmes dont les parents avaient sauvé des familles entières. Et tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire mais je ne sais même pas pourquoi mes parents ont été distingués ou reconnus, puisqu'ils n'ont fait finalement que ce que tout le monde aurait dû faire, et c'était tout à fait normal. Donc je pense que derrière chaque histoire, en tout cas, se cache une part de générosité et en tout cas une part de foi en l'être humain. Mais ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y avait les autorités religieuses catholiques qui voulaient convertir, donc effectivement grossir un peu le cheptel. Et il y avait là on voit à travers votre livre, Simon, des dommages pour récupérer des enfants, etc. Donc c'est un petit peu glauque tout ça. Et voilà, c'est un peu la question. Ouais. C'est vrai, le retour de ces enfants n'a pas du tout été expliqué, n'a pas du tout été accompagné. On a fait des progrès. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des cellules psychologiques pour chaque drame de la vie. Là, il y a 76 000 personnes qui sont parties des camps,
2500 à peine sont rentrés. Il y avait des enfants qui sont partis, 11 600, 250 seulement sont rentrés. Et pour les gens qui rentraient, rien n'était prévu. Par exemple, j'ai été très étonnée de voir qu'aucun déporté n'a été interviewé. Personne n'a eu l'honneur d'un interview. Et donc, c'est ce silence, cette indifférence, voire cette hostilité que j'ai voulu raconter dans le roman, et puis montrer aussi que pour les enfants qui avaient été cachés à la campagne, le plus dur finalement était souvent après la guerre, puisqu'ils ont appris ce qui s'était passé pour leurs parents, et qu'il fallait continuer à vivre, grandir, avoir un métier, une éducation. C'est le rôle des maisons d'enfants qui ont œuvré. 3000 enfants en France ont grandi dans des maisons d'enfants, on le sait très peu. C'est vraiment quelque chose d'éducativement complètement original, qui n'a eu lieu qu'une fois dans l'histoire de France, évidemment. Et vous l'avez souligné, effectivement, l'Église catholique a refusé de rendre certains enfants. Les enfants ont été placés sous tutelle par l'État, ce qui fait qu'il était très difficile de les bouger. Et puis certaines familles, on le comprend très bien, se sont attachées aux enfants et donc les séparations ont été difficiles. J'ai essayé de montrer beaucoup de cas sans être trop manichéenne, ni tout noir, ni tout blanc, mais une zone où on a essayé de prendre en compte l'intérêt de l'enfant après la guerre, mais évidemment avec des destins personnels, des enfants cachés que j'ai pu interviewer et qui m'ont raconté leur enfance très chahutée. Et en même temps, voilà, c'était pas tellement d'actualité, l'intérêt de l'enfant après Bien la sûr, guerre. les droits de l'enfant n'existaient pas. Et donc les psychologues n'étaient pas légion. Et puis la France aussi avait sa mauvaise conscience. Les enfants juifs qui avaient perdu leurs parents étaient un peu le symbole de cette action française, de cette collaboration. Donc on a préféré souvent les ignorer. Il y avait aussi le problème de l'État d'Israël qui se constituait. Et donc ces enfants qui allaient peut-être partir en Palestine, ça plaisait pas tellement à l'opinion publique, qui était restée d'ailleurs largement antisémite. Donc les enfants ont grandi, se sont construits. Il y a eu véritablement des adoptions, il y a eu des très belles histoires, il y a des liens qui perdurent entre les familles d'accueil et les petits-enfants de ces enfants qui ont été sauvés pendant la guerre. Donc c'est toute cette histoire, mais mon roman est aussi un roman d'aventure et un roman d'amour. Il y a dans ce livre quelque chose de remarquable, c'est que vous êtes arrivé à vous emparer de l'âme des survivants pour nous faire ressentir leur vécu et leur ressenti à la fin de cette guerre. Je pense aux retrouvailles des survivants à l'hôtel Lutetia, des survivants des ghettos polonais à travers la voix de Léna. Et je me suis posé la question, en plus, si votre famille avait vécu de telles épreuves. Alors moi, ma famille, je suis d'origine protestante et juive, donc protestante par mon père du côté du Chambon-Solignon, donc j'ai écrit Sans oublier l'année dernière qui traitait du Chambon-Solignon, et du côté de ma mère, j'ai écrit Le Monde d'Anna pour raconter l'histoire des juifs turcs qui ont pu rentrer en Turquie pendant la guerre en 1944. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait une histoire personnelle et familiale, mais quand même, parce que j'ai un grand-oncle qui était pasteur de Vabre, et Vabre est le village de 800 habitants au-dessus duquel existait le maquis juif, à côté du maquis protestant. Et donc moi j'ai vécu, j'ai vraiment eu des souvenirs de mon grand-oncle me racontant l'attaque du train de Mazamet dans le Tarn, avec un maquis composé de scouts, juifs et protestants, qui ont pris les armes et qui se sont battus, qui ont d'ailleurs essuyé des lourdes pertes. Et donc je voulais rendre hommage à mon grand-oncle qui était juste des nations. Oui, je vous ai posé cette question parce que à travers la lecture de votre ouvrage, on sent bien qu'il ne peut pas être écrit autrement. C'est un beau compliment.
Alors, comment avez-vous travaillé donc, pour collecter ou compléter toutes ces informations qui donnent au propos du livre une grande précision? Alors, vous avez parlé de documentation, vous avez Oui, dit tout des à fait. témoignages. Voilà, je suis journaliste de formation donc, et de profession, donc j'ai interviewé une vingtaine d'enfants cachés de tous les âges qui m'ont raconté comment ça s'était passé pour eux, la période du retour, la période de l'immédiat après-guerre. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir longtemps avec des résistants qui m'ont raconté leur combat, des femmes absolument extraordinaires. Je pense à Frida Wattenberg, qui a plus de 80 ans et qui a bon pied, bon oeil, qui témoigne dans les lycées, dans les collèges, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai à peu près rencontré une quarantaine de personnes. Et sinon, j'ai travaillé les archives, aussi bien à Paris qu'à Tel Aviv, puisque l'histoire se passe à Paris, à Toulouse, à Tel Aviv et même à New York. Et oui, j'ai fait un travail à la fois, j'espère, d'historienne et de journaliste, de romancière pour donner de la vie, de l'élan, du souffle à toute cette histoire que je trouvais incroyablement ignorée. Et puis une histoire d'amour, parce que Léna et Simon qui se rencontrent sont deux jeunes gens à qui la guerre a tout ôté finalement et qui vont se reconstruire grâce à la force de leur amour. Ils vont reconstruire véritablement le monde. Léna va devenir pionnière en Israël, construire un nouveau pays, et Simon, qui est très bon en dessin, va devenir architecte et va construire des tours, des immeubles à New York. Donc c'est une façon de se reconstruire soi-même après un désastre tel que celui de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je vous posais également cette question parce que comme ce roman est très précis, en fait, on ne sait pas trop quelle est la part de fiction, quelle n'est pas la part de fiction. C'est ma question précédente. J'ai mis une bibliographie, mais mon éditeur, au bout de 5 pages, m'a dit bon, on va arrêter parce que sinon les gens vont croire que c'est une thèse d'histoire. Et je voulais vraiment que ce soit un roman qui se lise bien, qui se lise d'une traite. Alors, il y a eu un avant et un après-guerre. Pensez-vous que la naissance de l'État d'Israël constituait forcément la bonne réponse pour tous ces survivants dont certains étaient parfois orphelins? Alors le personnage de Simon, lui, ne le croit pas. C'est un juif français patriote d'une famille. Le père a été blessé à Verdun, l'oncle est mort pendant la première guerre mondiale. Et pour lui, le sionisme, la création d'un État d'Israël, c'est vraiment une aventure folle. On disait heureux comme juif en France, c'est-à-dire avant la guerre, il n'était absolument pas question pour les Israélites français, comme on les appelait. Alors on donnait bien un chèque de temps en temps pour la Palestine où des Juifs s'installaient depuis le début du siècle, mais on ne pensait absolument pas s'y installer soi-même. Léna, c'est autre chose. Elle vient de Pologne, le judaïsme polonais a été rayé de la carte. Quand les rares rescapés des camps sont revenus, ça s'est très mal passé et des pogroms ont eu lieu, on le sait bien, le pogrom de Kielce en 1946 par exemple, et donc elle considère que l'Europe est terminée pour elle, que c'est fini, que c'est un pays, c'est un continent sur lequel elle ne peut plus habiter, et elle va donc se reconstruire ainsi. Elle participe à l'émigration illégale, à la création de l'État d'Israël et puis à la guerre d'indépendance qui a eu lieu évidemment dans la foulée. Donc je voulais aussi montrer ça, les différentes façons de concevoir un judaïsme après ce traumatisme qu'a été la Shoah. Alors une question un petit peu plus légère. Oui. Ce qui est intéressant dans vos ouvrages, c'est que vous passez de sujets brûlants, comme le suicide chez les jeunes, à la guerre à travers les yeux d'une petite fille, aux dernières nouvelles du front sexuel. Comment qualifier cet éclectisme et peut-être le désir de ne pas s'enfermer dans un certain style d'ouvrage? Peut-être, oui. Je suis partie d'abord de faits plutôt autobiographiques, donc la vie de mes grands-parents, la vie de mes grands-parents de chaque côté, donc protestants et juifs, et la manière dont ils avaient vécu la guerre. Donc ça a donné lieu à 3 livres. Mon recueil de nouvelles est un recueil plus de journaliste, d'un regard sociétal sur la consommation de sexe telle qu'on nous enjoint
à l'avoir au XXIe siècle, donc c'est amusant, mais il y a du fond parce qu'en ayant travaillé pendant 25 ans dans la presse féminine, j'ai beaucoup lu et vu sur ce sujet. Je crois qu'il faut écrire les livres qui nous plaisent, qui nous font du bien, dont on a envie. Je crois que le livre est comme une petite rivière intérieure qui coule et puis à un moment donné il doit sortir. Vous voyez, là je travaille un 6e ouvrage qui n'a aucun rapport, qui se situe dans un autre pays. Donc je pense que oui, en France peut-être qu'on met les gens très souvent dans des cases et moi j'aime bien sortir des cases et pouvoir avoir un ton un peu plus léger, distraire, informer. J'aimerais beaucoup écrire un essai un de ces jours. Je crois que écrire, quand on écrit, on peut écrire beaucoup de choses, essayer de toucher des publics différents et en tout cas y prendre soi-même du plaisir, ce qui est déjà le plus important. Merci beaucoup Ariane. Merci à vous.